Bien. Eh bien, merci d'être venu ce soir. Vous allez entendre donc la première conférence prévue pour ce prix Caméléon dont vous êtes les augustes jurés. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Claude Labourie, qui est maître de conférence HDR, c'est-à-dire qu'il a une habilitation à diriger des recherches, qui est toute récente, et qui enseigne donc à l'université de Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, c'est comme ça qu'on dit maintenant, pour Paris 10. Donc vous avez certainement entendu parler. Et donc il va vous présenter ce soir un sujet qu'il connaît parfaitement, puisqu'il est spécialiste de littérature brésilienne. Il est aussi césiémiste à l'origine, puisqu'il a travaillé sur les missions jésuites au Brésil. Il a aussi enseigné pendant 4 ans, ici même, à Lyon 3, donc que je ne me fasse pas d'erreur, entre 2004 et 2009. Et puis, ensuite, il est parti, voilà, ce qui était bien triste pour l'université, mais tout à fait bien pour l'université de Nanterre. Donc, il est spécialiste de littérature brésilienne et aussi de transfert culturel. C'est un comparatiste, tout comme moi. Et il va vous présenter donc ça. Et à la suite de sa conférence, vous pourrez lui poser toutes les questions possibles et imaginables, aussi bien sur les romans, si vous avez commencé à les lire, que sur d'autres sujets. Donc, profitez-en. Il est là pour vous et pour cela. Voilà. Donc, je te laisse la parole tout de suite. Merci à tous, merci aux organisateurs du prix. Moi, je suis toujours ravi de parler de littérature brésilienne. C'est un sujet qui m'est cher, et c'est surtout quelque chose qui reste encore aujourd'hui très exotique ici, donc en France. C'est donc avec le plus grand plaisir que je vais me faire à la fois interlocuteur pour vous, pour vos questions, mais aussi propagandiste pour la littérature brésilienne, qui est une littérature extrêmement importante, une littérature adulte, totalement adulte, qui a produit de multiples chefs-d'œuvre, mais qui reste largement inconnu. Alors je sais pas comment... Oui, je vais peut-être prendre celui-ci, parce que... Donc, qui reste largement inconnu pour le public français. Donc, je vais essayer d'éclairer quelques éléments qui peut-être vous manquent pour la lecture de l'abordage de ces romans. Et évidemment, donc, je vais essayer pendant une petite heure de vous présenter un certain nombre de choses, et je reste bien sûr ouvert aux questions que vous pourrez vous poser pour la suite. Alors, je suis parti du principe que vous ne connaissiez rien à la littérature brésilienne, rien probablement au Brésil, donc on part quasiment de zéro. Alors, que ceux qui en savent déjà long me pardonnent pour certaines précisions qui n'auraient pas été nécessaires. Mais de toutes les manières, quand on aborde de la littérature traduite, ça implique finalement 3 opérations très simples qui amènent l'œuvre brésilienne ici dans les mains d'un public français qui n'est pas forcément familier avec la culture d'origine. Alors, ces 3 opérations relativement simples, on peut les résumer. Il y a d'abord, bien sûr, la traduction, la transposition linguistique, vous les lisez en français. Il y a le transfert culturel que cela suppose, et 3e opération dont on oublie très souvent l'importance, la réappropriation que vous faites. Ce que vous lisez et qui n'est pas forcément donc ce qui a été écrit. Donc je laisse de côté l'aspect traduction. Vous aurez une autre conférence d'ici un mois sur ce sujet de la part donc de Michel Riodel, qui est le traducteur de Milton Atum, donc un spécialiste de ces questions, qui s'est confronté directement avec le texte que vous avez lu. Mais bon,
Pour ma part, il me semble nécessaire, sans essayer de tomber trop lourdement dans le didactisme, donc d'apporter quelques éléments relevant de la culture brésilienne, de l'histoire de cette littérature, et donc de l'histoire du pays, puisque l'histoire de cette littérature est intimement liée à l'histoire du Brésil. Et j'espère simplement donc contrer la tendance naturelle quand on lit des œuvres traduites qui consiste à opérer une coupure absolue entre le texte que vous avez et le contexte. Voilà. Donc finalement, c'est toujours ce qui se passe quand on lit une œuvre traduite, on l'arrache à un contexte de rédaction et de conception. On va essayer peut-être de réparer ce petit hiatus un tant soit peu. Alors, si je commence par évoquer la littérature brésilienne, il s'agit d'une histoire un petit peu compliquée, mais qui en même temps est une histoire paradigmatique. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est celle de toutes les littératures dites subalternes, ce que Kafka appelait les petites littératures. C'est-à-dire que ce sont des littératures qui émergent, qui se constituent sous une triple contrainte. D'abord, une contrainte politique, puisque c'est un pays qui a une histoire de colonisation. Une contrainte linguistique, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que les écrivains brésiliens écrivent en portugais, et le portugais est effectivement la langue du colonisateur, donc il faut s'approprier d'une certaine manière, et une contrainte littéraire. Contrainte littéraire parce qu'ils écrivent, ces écrivains brésiliens et de tous ces pays émergents, en usant très souvent de modèles et de canons esthétiques importés, qui ne sont pas les canons donc brésiliens, qui manquent, qui font défaut au début de l'histoire de la littérature. Donc, ces littératures ne s'édifient qu'à partir de luttes, de polémiques internes, de polémiques externes, donc pour s'intégrer, pour revendiquer leur existence et pour s'intégrer à des modèles dominants, donc qui sont de manière relativement simple, sans entrer dans le détail, les modèles imposés par les pays colonisateurs. Donc en Europe, essentiellement les pays anglophones, les pays francophones, hispanophones. Donc le Portugal jouant un rôle un petit peu particulier, puisque le Portugal est un pays marginalisé en Europe même. C'est une langue finalement mineure du point de vue culturel, donc en Europe. Donc les écrivains brésiliens ont eu à se confronter finalement à cette triple contrainte dès l'origine. Alors, je ne vais pas vous accabler de dates et d'éléments factuels. Simplement, si vous vous posez la question toute bête, quand est-ce que commence la littérature brésilienne, quand est-ce que finalement toute cette histoire démarre, il est relativement simple de dater donc, les débuts d'une histoire littéraire brésilienne, puisque le Brésil, dans l'empire colonial portugais, donc, existe à partir de 1500, à partir de la découverte, mais il n'existe sur le plan littéraire que pratiquement à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, selon les historiens de la littérature brésilienne, ce n'est qu'à ce moment-là, à la fin dans les années 1780, 1790, et un petit peu avant l'indépendance du pays, c'est-à-dire donc 1820, 1822, la littérature brésilienne finalement existe à ce moment-là parce que commence à exister ce qu'on appelle un système littéraire. Il commence à y avoir des lecteurs, il commence à y avoir des critiques, il y a un certain nombre d'écrivains, il y a des possibilités d'édition. Je signale à votre attention que, par exemple, l'une des contraintes qu'a subi le Brésil pendant plus de 200 ans, c'est l'absence d'imprimerie. Les Portugais ont interdit
donc l'installation d'imprimerie et donc d'édition au Brésil pendant toute la période coloniale. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, des pays colonisés par les Anglais, par les Espagnols, puisqu'il y a une imprimerie à Mexico dès le XVIe siècle, alors que pour un Brésilien, si vous voulez, on ne peut pas éditer un texte brésilien, il faut l'envoyer à Lisbonne, il faut qu'il reçoive tous les imprimatours, et ensuite, donc, qu'il soit éventuellement publié. Donc l'existence d'une littérature brésilienne avant donc, les premiers moments de la décolonisation est assez problématique. Et ça influe très profondément sur l'histoire de la littérature brésilienne, et y compris, c'est ça le sens de mon propos, sur les livres que vous lisez aujourd'hui, sur les 4 livres qui sont proposés à votre sagacité. C'est-à-dire que finalement, la littérature brésilienne s'est construite dans une sorte de revendication d'existence, et qui a conditionné largement donc, les textes écrits, les manières d'écrire, les stratégies diverses et variées. Donc, de manière très rapide, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous voulez, pour répondre à cette triple contrainte, les écrivains ont dû adopter des stratégies donc tout à fait différentes, tout à fait particulières, mais qui visaient toutes à un seul but, finalement, cette affirmation, cette construction culturelle, identitaire brésilienne. Alors, je pourrais vous donner toute une série de noms et d'auteurs. Je vous renvoie à 2 ou 3, pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie à 2 ou 3 ouvrages qui peuvent compléter de manière relativement simple et rapide votre lecture, vos premières lectures. Vous avez un petit texte qui est extraordinaire, qui est très simple à manipuler, qui est dans la collection Que sais-je, la littérature brésilienne, qui est vraiment donc, de Luciana Steganapiccio, qui est vraiment une grande spécialiste, et ça vous donne une vision panoramique de la littérature brésilienne, très rapide. Vous connaissez le format des Que sais-je, ils ne sont pas tous du même tonneau, les Que sais-je, mais celui-là est vraiment très bien. Donc c'est certainement une excellente référence pour une vision panoramique de l'histoire de la littérature brésilienne. Alors, moi, je me contenterai ici, parce que ce n'est pas le propos de vous faire un cours et de vous ennuyer avec ce genre de choses, je me contenterai simplement d'essayer de reconnaître avec vous quelles sont les grandes stratégies qui ont été mises en place. Il n'y en a pas tant que ça, et de manière à vous faire mesurer le fait que ces stratégies sont toujours vivantes. C'est-à-dire que les livres que vous avez à lire donc, entrent toujours dans ces stratégies-là, et on en retrouve les traces. Alors, de manière très simple, vous avez 2 solutions pour un écrivain brésilien, donc à partir de la fin du XVIIIe siècle, pour essayer d'acquérir cette reconnaissance, cette valeur littéraire, donc qui assure des éditions, des traductions et donc des lecteurs hors du cercle brésilien. Alors la première solution, celle qui a été employée par toute une série d'écrivains, c'est d'adopter les modèles dominants. À partir du XIXe siècle, les écrivains brésiliens qui veulent affirmer et qui sont engagés dans cette affirmation donc, de l'identité brésilienne n'ont pas tellement le choix. Pour s'affirmer comme brésilien, il faut lutter contre Lisbonne, contre le pouvoir portugais. Et de manière très simple, ils se sont tournés vers le grand modèle littéraire en vigueur au XIXe siècle, la France. Et donc le réalisme, le naturalisme français. Et donc on lit
à Rio de Janeiro, à Bahia, on lit Zola, on lit Flaubert, on lit tous les grands modèles français, comme on avait lu dans la période précédente les romantiques, Chateaubriand et ainsi de suite. Le modèle français représente pour un écrivain brésilien, si vous voulez, du 19e siècle, quelque chose de formidable, une ressource extraordinaire. Il lui permet de secouer le joug politique, donc du colonisateur. Il lui permet également de secouer le joug linguistique, hein, donc d'écrire dans une langue, mais avec une langue adaptée, avec des modèles, avec une esthétique donc, qui est puisée ailleurs, et également les modèles littéraires. Et le modèle littéraire dominant va être bien sûr le réalisme, hein, et le naturalisme. Donc, et c'est quelque chose donc d'extrêmement prégnant. Alors, vous avez toute une série de mouvements littéraires dont je vous passe le détail, hein, mais l'histoire littéraire brésilienne va suivre d'une certaine manière les références donc, à ce modèle français. Donc on va trouver des romantiques, on va trouver des réalistes, on va trouver des naturalistes donc, qui vont travailler dans ce cadre-là. Alors pour eux, la chose est relativement simple. Ils vont essayer, à partir de ces modèles esthétiques importés, donc d'y introduire des thématiques brésiliennes. Donc vous allez avoir des romans sur les Indiens, des romans régionalistes, des romans sur des unités régionales brésiliennes, mais toujours donc saisies, racontées de manière réaliste ou de manière naturaliste. Donc on a bien là il y a un nombre considérable d'écrivains donc sur ce terrain-là. De l'autre côté, et c'est la deuxième stratégie possible, c'est donc d'affirmer sa spécificité brésilienne en remettant en cause les modèles, tous les modèles coloniaux, les modèles importés, et en réfléchissant sur sa propre langue, sur le fait et ça commence très très rapidement au Brésil, qu'il faut réformer le portugais. Qu'il faut donc créer une langue qui soit une langue effectivement brésilienne. Alors, la première stratégie des écrivains brésiliens, ça a été d'introduire à l'intérieur du portugais le plus de termes indigènes que possible. Donc des termes qui renvoient à la végétation, aux toponymes, donc vous avez des termes toupi, des termes donc de toutes les tribus indigènes qui entrent donc, et qui sont consacrés par la littérature, donc qui entrent dans la langue. Bon, la réflexion sur cette langue va continuer. Vous savez qu'aujourd'hui, le portugais brésilien qu'on parle au Brésil n'est plus tout à fait donc conforme au portugais du Portugal. La réforme s'est accentuée. Vous avez des différences grammaticales, vous avez des différences lexicales. Hein. Le même terme ne veut pas dire la même chose d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Hein. Donc il faut faire d'ailleurs très attention, hein, parce que si vous voulez aller aux toilettes et que vous appelez en fait avec le même mot au Brésil le maître nageur, ça peut créer quelques difficultés. Donc la séparation des langues qui était effectivement désirée, souhaitée par les écrivains brésiliens dès le début de l'affirmation de l'identité brésilienne a poursuivi son chemin, et aujourd'hui je pense qu'on peut parler donc de deux langues qui sont relativement bien différenciés. C'est le rôle des traducteurs, d'ailleurs, sur ce point, est un rôle assez essentiel. Alors, ces écrivains qui ont tenté de remettre en cause ces modèles et de secouer ces contraintes, vous en avez toute une série, et c'est bien sûr là, dans cet ensemble d'écrivains, qu'on va chercher ceux qui, en Europe, ont été les plus célébrés, les plus reconnus. Finalement, les autres, ceux qui se contentaient de répéter les mêmes choses, donc ont finalement connu un succès national,
à l'intérieur du Brésil, mais ne sont pratiquement jamais arrivés à être publiés et considérés à l'extérieur donc, de ce territoire. Donc, vous avez par exemple un poète, un grand poète, et l'un des très grands poètes brésiliens, Clovis Sousa, qui est celui qu'on a appelé le Baudelaire brésilien, hein, qui a choisi par exemple comme stratégie puisqu'il était métis, de revendiquer la culture noire, la culture donc des esclaves, la culture africaine, alors que ceux qui construisaient le modèle dominant de l'autre côté ne parlaient que de l'Indien et oubliaient le noir. C'est un problème très très important dans la construction du Brésil. Je ne vais pas développer, mais si vous voulez, pour une idéologie nationale brésilienne du XIXe siècle, conservatrice, hein, et qui historiquement a pris le pouvoir et a déclaré l'indépendance du Brésil, la référence, l'élément qui était l'élément déterminant et identificateur du Brésil, c'était l'Indien. L'Indien est quand même quelque chose de très commode, il est mort. Si vous voulez. Donc il n'existe plus, et on peut l'idéaliser, le recréer un petit peu à la manière d'Atala, de Chateaubriand, vous voyez, les Indiens qui se promènent dans une forêt tropicale et qui se ressemblent, qui vivent dans une sorte d'Éden. Alors il y a toute une série d'ouvrages là-dessus, donc qui prennent comme héros principal et héros brésilien, donc l'Indien. L'Indien qui n'est plus gênant politiquement ni quoi que ce soit. Évidemment, revendiquer le passé noir, le passé donc de l'esclavage et toute la composante essentiellement noire du Brésil, c'était plus compliqué. Donc, vous avez d'un côté les auteurs qui continuent à adapter les modèles dominants, les modèles du colonisateur, et qui oublient l'histoire donc de l'esclavage. De l'autre côté, vous avez des écrivains qui vont la revendiquer. Et Clovis Sousa est un des premiers poètes à la fin du XVIIIe siècle, donc très clairement revendiquant cette appartenance. Alors, du point de vue scientifique et du point de vue de la réflexion sur la nation brésilienne, les Noirs et la composante noire, qui est quand même absolument fondamentale. Il n'existe pratiquement pas au Brésil quelqu'un qui échappe à une empreinte génétique des populations africaines importées au Brésil, donc c'est omniprésent. Mais scientifiquement et anthropologiquement et politiquement, donc il faudra attendre les années 1930-1940 pour que on reconnaisse le poids, l'importance culturelle donc des Noirs dans la formation du Brésil. Donc les écrivains, vous voyez bien, se partagent de manière très claire entre les imitateurs et ceux qui donc vont tenter de construire autre chose. Alors, j'ai cité un poète du XVIIIe, l'autre grand monument, celui qu'on ne peut pas oublier, qui est certainement un écrivain qui est de la taille des plus grands écrivains européens, que vous ne connaissez peut-être même pas de nom, c'est Machado de Assis, donc un écrivain du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, qui lui va trouver d'autres solutions pour contester les modèles de la colonisation, et il va construire une œuvre romanesque. Alors j'ai amené peut-être l'ouvrage qui est d'accès le plus facile, qui s'appelle Les Mémoires posthumes de Brás Cubas, donc où c'est une sorte de biographie. Il est mort, l'écrivain est mort, et il raconte depuis l'outre-tombe, si vous voulez, sa vie. Il reconstitue sa vie. C'est un bouquin absolument magnifique. Donc Machado de Assis, lui, va construire toute son œuvre sur le problème de l'intégration des influences étrangères. C'est-à-dire comment construire un roman qui soit un roman brésilien, tout en revendiquant, en digérant toutes les influences étrangères.
Et c'est un très grand lecteur de tous les écrivains français, des écrivains anglais, et ainsi de suite. Mais vous allez voir, et je ne vais pas faire une étude, une analyse de l'œuvre de Machado de Assis, il parvient à écrire des histoires qui se passent à Rio de Janeiro, qui concernent la bourgeoisie de Rio, mais donc, dans lesquelles on va sentir, on va comprendre toute l'importance des modèles étrangers. Mais évidemment, il va innover. Il va innover du point de vue de la technique romanesque. Il va innover donc en construisant des romans pratiquement donc à la manière de Flaubert, c'est-à-dire avec des discours indirects libres permanents. Il va écrire des romans sous forme de tout petits chapitres qui vont perturber complètement la narration réaliste, des grandes histoires que l'on peut trouver chez Balzac ou Zola. Donc il va contester ces modèles. Alors ça, c'est une deuxième solution. Et la troisième et la dernière, donc, c'est pour évoquer donc peut-être ce qui est le moment fondateur de la littérature brésilienne, c'est-à-dire la révolution des modernistes, donc dans 1922, et ce qu'on a appelé le mouvement anthropophage, donc qui avait pour slogan « to be or not to be ». Donc, vous voyez bien la référence à Shakespeare. Tupi étant le nom des tribus indigènes, donc les premières tribus indigènes anthropophages que les colonisateurs ont trouvées en arrivant au Brésil au XVIe siècle. Donc, la question que posent les modernistes, c'est la question de savoir comment digérer, comme un anthropophage mange le corps du colonisateur, comment digérer toutes les influences étrangères. C'est-à-dire que tous ces écrivains, que ce soit Cruz y Souza, que ce soit Machado de Assis, que ce soit les modernistes, se posent la question de construire une littérature qui est une littérature digestive. Une littérature qui, finalement, consomme les influences étrangères, les transforme pour créer donc quelque chose qui soit spécifiquement brésilien. Et le propos, c'est de dire que c'est ça qui est spécifiquement brésilien. C'est pas l'Indien, c'est pas les palmiers, c'est pas le soleil, la plage, c'est cette faculté à digérer tout ce qui vient de l'extérieur. Voilà. Et ce modèle-là, si vous voulez, s'est imposé comme très certainement l'une des grandes caractéristiques de la littérature brésilienne. Et je pense que on ne peut que difficilement trouver une autre définition de la littérature brésilienne aujourd'hui. La littérature brésilienne est une sorte d'organisme qui est capable de digérer toute une série d'influences. Alors voilà, vous avez les deux aspects donc qui me semblent caractéristiques finalement de cette littérature. Alors le problème, votre problème aujourd'hui, c'est de savoir comment ça parvient finalement en France, comment c'est perceptible, comment c'est lu, qu'est-ce qui est reçu en France. Qu'est-ce qu'à l'étranger, finalement, on peut percevoir de ce mouvement de construction de la littérature brésilienne, qui aujourd'hui donc est une littérature qui produit toute une série de textes complètement différents les uns des autres, mais à mon sens relevant toujours plus ou moins de cette différence, de ces deux choix possibles qui le sont dès l'origine. Vous avez, dans la littérature du XXe siècle brésilienne, vous avez les représentants de ces deux tendances de manière très claire. Vous avez d'un côté les novateurs, c'est-à-dire des écrivains qui travaillent à mettre en place des fictions en se servant de toutes les avant-gardes, tous les modèles littéraires que l'on peut trouver dans le monde entier et notamment en Europe pour les adapter. Ceux-là
d'une certaine manière, vont trouver moyen de se faire connaître en dehors du Brésil. Mais ils ne se font connaître en dehors du Brésil que comme, non pas des auteurs brésiliens, mais des auteurs qui sont finalement des auteurs d'avant-garde, appartenant à une sorte d'avant-garde internationale, mais perdant d'une certaine manière cet affichage brésilien. Et de l'autre côté, vous avez des auteurs qui continuent à écrire encore aujourd'hui en défendant une sorte de particularisme brésilien et qui ne trouvent aucun chemin vers les maisons d'édition en Europe. Ce qui veut dire qu'en Europe, aujourd'hui, on connaît, sont traduits un certain nombre d'écrivains un petit peu isolés, qu'on a du mal même à situer comme des auteurs brésiliens. Le pire étant bien sûr, je ne l'évoque même pas, quelqu'un comme Paulo Coelho, par exemple, écrivain, le mot est vite dit, entre guillemets, mais Paulo Coelho, vous connaissez, vous avez tous entendu parler de Paulo Coelho. C'est un auteur brésilien, a priori, mais il produit une sorte de littérature commerciale et internationale, qui fait que finalement sa caractéristique de brésilien n'est pas tellement évidente, c'est presque un hasard de l'histoire, si vous voulez, et c'est lui qui est l'auteur brésilien le plus connu, le plus vendu en Europe et en France, et aux États-Unis. Donc il y a d'une certaine manière cette idée, c'est qu'il faut abandonner sa caractéristique brésilienne pour trouver un chemin dans les maisons d'édition et chez les lecteurs européens. Alors, il existe d'autres cas. Il y a un écrivain que vous connaissez au moins tous de nom, qui est Jorge Amado. Jorge Amado, vous avez entendu ce nom? Non, vous n'avez jamais... Bon, c'est un des auteurs brésiliens. Vous trouvez toujours dans les librairies, vous regardez, vous avez Jorge Amado, 15 romans de Jorge Amado, et puis vous avez Paulo Coelho. Et au milieu, vous avez 2 ou 3 Guimarães Rosa ou autres qui sont intercalés de manière rapide. Jorge Amado, c'est un écrivain des années 60, il a écrit pendant très très longtemps, il est mort, mais il a produit une œuvre considérable. C'est un écrivain de Bahia, qui a écrit toute une série d'ouvrages que l'on a perçus ici en France comme des ouvrages témoignant d'une sorte de baroque tropical, ce sont des ouvrages qui racontent des histoires du petit peuple de Bahia. Alors peut-être avez-vous lu Gabriela, ou il y a une série d'ouvrages comme ça. Ce sont des ouvrages pour un lecteur européen exotique. Vous vous retrouvez à Bahia avec la musique, les religions afro-brésiliennes, avec toutes les composantes d'un exotisme qui conduisent un certain nombre de touristes à aller au Brésil encore aujourd'hui. Jorge Amado, c'est un écrivain à l'origine qui est un écrivain engagé. Un écrivain communiste qui s'est engagé dans toute une lutte politique au Brésil, et ses romans développent cette idée du peuple, d'une dignité des gens, des petites gens du peuple brésilien. Mais quand il est lu ici, en Europe, et que son succès est assuré par un tout autre propos. C'est-à-dire un propos exotique et, je dirais, baroque et quelque chose qui finalement charme les papilles gustatives du public français. Donc, on peut avoir des auteurs brésiliens qui parviennent à se faire connaître ici en France, mais à la suite d'une sorte de quiproquo, où on ne les lit pas exactement comme ils ont, et dans le contexte dans lequel ils ont écrit. Et cet ensemble de quiproquos me semble durer encore aujourd'hui. Et finalement, c'est la formule qu'on pourrait essayer d'appliquer à ces 4 œuvres
que vous avez à lire. Puisque finalement, dans ces 4 œuvres, on retrouve d'une certaine manière des positions très différentes, mais qui tentent de gérer cette espèce d'équilibre entre quelque chose qui relève d'une identité brésilienne, quelque chose qui serait spécifiquement brésilien, et en même temps, donc, un effort pour devenir lisible et compréhensible pour un public étranger. Et effectivement, dans les 4 ouvrages, vous avez 2 polars, 2 histoires donc policières. Ces 2 histoires policières à de multiples... Alors, le roman policier est quelque chose de très très vivant au Brésil. Et dans toute l'Amérique latine, le roman policier n'a pas ce statut, je dirais aussi net qu'en Europe, de sous-littérature ou de littérature de gare ou autre. Le roman policier est véritablement donc un genre qui a son autonomie, qui a ses lettres de noblesse. Alors, ces 2 romans policiers que vous avez à lire, finalement, entrent dans une série de codes que vous pouvez retrouver finalement dans des romans de tous les pays, des romans policiers de tous les pays. Belém, par exemple, est un roman urbain qui se passe donc à Belém, effectivement, mais je dirais que l'importance des déterminismes régionaux, des déterminismes culturels brésiliens n'ont pas une importance considérable dans le développement de l'intrigue, par exemple. Le roman pourrait se passer à Baltimore, il pourrait se passer dans une autre ville, un autre pays. L'inspecteur alcoolique, qui est toujours un petit peu borderline, vous le retrouvez dans les romans islandais, dans toute une série de romans policiers, mais je dirais même depuis Chandler et depuis les grands classiques américains. Donc ça veut dire que ce roman est construit sur un modèle qui est un modèle finalement générique, qui n'a rien à voir avec le Brésil particulièrement. Le texte de Frei Beto, Hôtel Brasil, est un autre type de roman qui est construit sur le mécanisme d'une enquête dans un lieu très particulier, un lieu très étroit, donc, qui est l'Hôtel Brasil, dans lequel des gens venus finalement, et vous le regardez parce que vous avez une sorte de fiche d'identité pour chacun des personnages, tous ces personnages viennent de tout le Brésil. L'un vient du Pará, l'autre vient du Minas Gerais, l'autre... C'est-à-dire que vous avez une sorte de confluence à l'intérieur de cet Hôtel Brasil de toute une série de caractéristiques régionales brésiliennes. Et ils se rassemblent tous dans un hôtel qui se trouve dans un des quartiers de Rio, le quartier de la Lapa, donc un quartier central de Rio, qui est un quartier finalement aujourd'hui très décati, très dangereux, il faut relativement le dire. C'est-à-dire c'est un vieux quartier de Rio, un quartier déclassé qui a perdu tout son lustre. C'est aujourd'hui là qu'on trouve les travestis, ainsi de suite. Enfin, c'est pour un lecteur brésilien, il y a de manière très claire, quelqu'un qui connaît la géographie de Rio, vous avez une sorte de lieu d'échouage de tous ces personnages qui viennent se retrouver là. Néanmoins, le modèle de l'enquête, le modèle donc de ce roman, la construction de ce roman, c'est un roman polyphonique où vous avez l'avis donc de plusieurs personnes. Vous avez donc le journaliste, vous avez Cândido, vous avez l'inspecteur qui mène l'enquête, qui ne voit pas les mêmes choses. Vous avez donc cette construction d'un kaléidoscope autour de ces meurtres, qui là renvoie à un modèle de roman policier qu'on trouve chez Agatha Christie, qu'on trouve dans toute l'histoire du polar. Donc l'importance des détails proprement culturels brésiliens, là aussi, est à considérer. Alors,
c'est peut-être, alors je ne sais pas si tout le monde l'a lu, alors je vais peut-être éviter de parler de la fin et de la résoudre l'énigme finale, mais en revanche, l'énigme et la résolution de l'énigme, là, est lisible, je dirais, pour un lecteur européen et pour un lecteur brésilien de manière un petit peu différente. Vous avez là donc quelque chose qui finalement fait de ce roman l'ancre beaucoup plus dans une réalité brésilienne. Les deux autres textes, qui ne sont pas des romans policiers, sont des romans qui finalement, du point de vue littéraire, sont des romans relativement innovateurs, qui ne sont pas des romans réalistes. Dans le texte de Bleu Corbeau, vous avez le monde et l'univers du roman qui est regardé à travers les yeux de cette jeune adolescente de 13 ans, donc Vanja Evangelista. Vous avez donc une sorte de regard subjectif qui, vous le voyez bien, n'a rien à voir avec les modèles réalistes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un texte qui fait un effort pour sortir des cadres, des modèles, si vous voulez, des modèles réalistes et naturalistes. Et c'est un texte qui met l'accent sur cette relation particulière qui est celle de la littérature brésilienne tout entière entre l'identité brésilienne et donc les souvenirs de Vanja quand elle habitait Copacabana, dans les années à peu près, si le texte nous permet de le reconstituer, on se retrouve dans les années 2000, puisque donc on peut déduire des précisions historiques qu'elle donne de sa famille, de sa mère, du militantisme de Francisco pendant la dictature. On peut déduire que le texte se déroule à peu près, donc l'adolescence d'Evangelista se déroule dans les années 2000-2004, donc à Copacabana. Mais dans ce texte, donc Copacabana, le temps de l'enfance, le temps de la dictature qui pour un Brésilien est très très proche. La dictature brésilienne, c'est 1964-1984. C'est donc 20 années pendant lesquelles le Francisco, donc le père adoptif de Evangelista, va être mêlé à la guérilla maoïste, donc marxiste, pour le dire vite, en Amazonie. Donc, on est dans les années 1970 à peu près pour cette période. Ça signifie que, à travers les yeux de cette petite fille, dans son souvenir, par les diverses informations qu'elle va recevoir de Francisco, de son petit ami, son petit copain donc latino-américain avec lequel elle voyage, elle va être une sorte de prisme où toute l'histoire récente du Brésil va venir se refléter. C'est bien une manière propre à ces romanciers dont j'ai parlé dans un premier temps, donc ces romanciers qui tentent de secouer le joug de ces contraintes politiques et ainsi de suite, qui est en jeu ici. C'est-à-dire Adriana Lisboa fait la même chose en 2014 que tous ses devanciers, c'est-à-dire qu'elle travaille à construire un roman qui lui permet de reconstruire dans l'esprit de cette jeune adolescente de 13 ans, donc toute l'histoire récente du Brésil. Et le texte s'achève par le moment où Evangelista dit qu'elle commence enfin à vivre. C'est-à-dire qu'elle est devenue un sujet constitué. Elle a récupéré par des moyens un petit peu divers, elle a récupéré toute une histoire, toute une culture qui est la culture brésilienne contemporaine. Dans le texte de Milton Atum, qui est un texte qui, lui, est le seul de votre corpus qui ne se déroule pas donc, dans la période contemporaine, puisque avec le texte de Milton Atum, on se retrouve lors du boom du caoutchouc
au Brésil, c'est-à-dire approximativement le boom du caoutchouc. En 2 mots, c'est simplement donc ce moment très particulier de l'histoire de l'Amazonie, puisque Milton Atum est un écrivain donc de l'Amazonie et de Manaus. Donc c'est un moment très particulier où une richesse extraordinaire est tombée sur l'Amazonie, donc qui était une région un petit peu éloignée, un petit peu périphérique, à cause de l'EVA, de la culture de l'EVA, et la demande formidable de caoutchouc, d'EVA, donc de l'Europe, qui tout d'un coup a valorisé une culture qui existait, mais qui existait de manière très artisanale au Brésil et qui s'est vue donc développer donc, de manière extraordinaire. Donc vous avez entre 1870 et 1906-1910, il y a des sommes faramineuses donc d'argent qui déboulent qui tombent sur les entrepreneurs en Amazonie. On plante de l'EVA, on s'investit dans, comme la famille de Cordoville dont le narrateur est issu, qui s'investissent dans les entreprises de transport, d'exportation et ainsi de suite. Alors, le problème, c'est que l'EVA, il y a un Anglais, comme toujours, donc, qui est venu et qui a volé quelques graines d'EVA. L'EVA a été planté en Malaisie et il a pris de manière extraordinaire. Et en 1916, si vous voulez, l'EVA brésilien, terminé. Parce que l'EVA brésilien, il pousse à l'état naturel et même sous forme de plantation un peu loin dans l'Amazonie. Il est difficile à transporter, difficile à exploiter, ça coûte très cher, alors qu'en Malaisie, en Indonésie, on fait des plantations qui donnent de manière très, très rapide donc une production concurrente. Donc ça ne vaut plus la peine de l'exporter du Brésil. Donc en l'espace de 2-3 ans, plus rien. Et c'est exactement ce moment donc, que raconte le roman de Milton Atum. C'est-à-dire donc que c'est un texte qui, là aussi, renvoie à un moment très précis de l'histoire du Brésil et un moment très précis qui est en quelque sorte exemplaire. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est un rêve extraordinaire, une flambée extraordinaire de richesse, de fortune, qui s'achève donc dans la nostalgie, la mélancolie, le désarroi, la misère. Alors que Milton Atum écrive un texte sur cette période, à un moment où le Brésil connaît une période de croissance extraordinaire, la découverte du pétrole au large des côtes brésiliennes, cette espèce de miracle économique dans lequel le Brésil vit depuis quelques années, ce n'est pas un hasard, puisque le texte de Milton Atum est en quelque sorte pas une prophétie, mais en tout cas quelque chose qui commente l'enthousiasme actuel et renvoie à des cycles passés et à des enchantements. Donc le texte de Milton Atum est lié à l'histoire du Brésil, de manière très intime. Mais il est construit, là aussi, en fonction donc d'un modèle littéraire qui est un modèle littéraire de résistance au modèle importé. Tout passe à travers le prisme d'un personnage qui est un personnage, je dirais, de loser, un personnage donc un petit peu particulier qui a une sorte de satisfaction à contempler sa déchéance et sa dégradation. Donc Milton Atum fait aussi d'autres efforts du point de vue littéraire. Vous l'avez peut-être perçu en lisant le texte, donc Milton Atum le dit dans les premières pages, le texte commence par la vision d'une indienne Tapuya, c'est-à-dire d'autres tribus que les Tupis, donc de l'intérieur du Brésil, une indienne Tapuya qui avance dans l'eau et qui va se noyer donc pour aller rejoindre son mari qui vit dans un royaume au fond des eaux, un royaume mythique, et elle se suicide en quelque sorte. Alors on va apprendre dans le texte que ce n'est peut-être pas aussi simple que ça.
Mais que fait Milton Atum dans ce cas-là? Il reprend, il se réinscrit dans toute une série de mythes qui sont des mythes amazoniens, qui existent. L'histoire de ce royaume englouti est un mythe amazonien. Il cite ce mythe qu'il a, donc, que le personnage a retenu et qu'il a particulièrement traumatisé, qui est le mythe de la femme à la tête coupée, hein, alors qui est un mythe qui existe. Je vous signale que c'est un mythe qui vient qui est un mythe amazonien qui a été recueilli par une anthropologue brésilienne, Beth Mindlin, hein, et qui, par chance, est publié en français. Hein, donc la traduction existe dans un ensemble, donc un recueil qui est publié chez Métellier, les mythes érotiques d'Amazonie. Et le texte s'appelle de manière assez amusante, donc la traduction française, Fricassé de Marie. Hein, donc le texte original, c'est Moqueca de Maridos. Hein, donc la moqueca étant un plat brésilien, une sorte de ragoût. Hein, donc ici, la fricassée de Marie, vous trouvez donc le mythe cité par Milton Atum. Donc d'ailleurs, on peut se demander s'il n'est pas carrément à l'origine du texte. C'est un mythe qui raconte comment une femme, un homme et une femme, deux Indiens, donc s'aiment d'amour tendre, mais la femme a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'elle n'a pas suffisamment à manger dans la journée. Donc la nuit, sa tête se sépare de son corps et va chercher à manger dans les autres carbet, dans les autres foyers. Hein, et tous les soirs, tous les matins, elle revient se recoller à son corps. Hein, sauf que la belle-mère, toujours la belle-mère, donc une nuit se réveille et elle trouve sa belle-fille, pardon, sans tête. Elle dit elle est morte, c'est horrible, c'est atroce. Elle fait enterrer le corps. Hein, et donc la tête, quand elle revient le matin, elle ne trouve plus de corps. Hein, donc c'est une galère absolument extraordinaire. Donc la seule solution, hein, parce que la tête hurle et ainsi de suite, la seule solution trouvée pour résoudre la question, c'est que le mari prend la tête et la prend en charge en quelque sorte, donc, et se la met sur l'épaule. Simplement, la tête pourrit. Hein, puisqu'elle n'a pas de corps pour se nourrir, donc elle pourrit. Donc le mari se supporte une femme qui non seulement n'a pas de corps, mais en plus pue. Hein, donc, et de manière atroce. Donc le mythe se développe de cette manière, mais ça veut dire que Milton Atum, bon, je vous laisse le plaisir si vous le trouverez dans les librairies et peut-être même on se débrouillera pour que vous l'ayez à la bibliothèque. Hein, c'est un ensemble de mythes extrêmement réjouissants, hein, qui éclairent les relations entre mari et femme de manière tout à fait intéressante. Donc, et vous apercevez que finalement, à Lyon ou au fin fond de l'Indonésie, c'est toujours de l'Amazonie, c'est toujours un problème. Hein, donc, et un problème qui parfois trouve des solutions communes. Bon. Mais Milton Atum ne se contente pas de faire ça, d'insérer un mythe finalement brésilien dans le texte. Et vous le retrouvez dans tout son texte, il va utiliser le mythe des sirènes. Le mythe des sirènes qui, lui, est un mythe donc parfaitement européen, un mythe grec. Hein. Et le personnage va être amoureux d'une jeune fille qui apparaît de temps en temps, avec qui il va avoir une seule fois une relation amoureuse, qui va disparaître, qu'il va chercher dans l'eau, qu'il va chercher. Il y a toute une série de références qui marquent de manière très claire que Milton Atum a joué là exactement le rôle que jouent ces romanciers cherchant à inclure le brésilien dans l'universel, si vous voulez, hein, en finalement utilisant des références mythologiques qui appartiennent de manière indifférente aux mythologies amazoniennes et aux mythologies européennes. Ça veut dire, au final, si vous voulez, hein, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais ça veut dire au final que ce que je vous ai dit sur les 4 textes montre bien que les 4 textes, finalement, obéissent au même type d'équilibre, de tentative d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils font un effort
pour insérer des éléments de la culture brésilienne, les recycler en quelque sorte, mais ils font également un effort pour s'inscrire dans un ensemble soit de modèles culturels comme les mythes grecs, soit de modèles formels comme le récit à la première personne, le récit subjectif d'une jeune fille de 13 ans, ou le roman polyphonique avec Fray Beto. Vous avez là donc une stratégie qui montre clairement et qui explique pourquoi ces textes ont été traduits. Pourquoi ils arrivent, alors même que au Brésil, quand vous allez dans une librairie aujourd'hui, en septembre, il est sorti 200 romans, 200 textes. Vous en avez 4, 5, 6 qui sont traduits en France, un peu plus aux États-Unis. Parce qu'il y a une communauté brésilienne qui est plus active sur ce terrain. Mais en France, vous avez très peu de traductions. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ce que vous avez comme traduction, c'est finalement des textes qui s'y prêtent. C'est-à-dire des textes qui ont les caractéristiques requises pour intéresser éventuellement un public, donc un public français, qui va être capable de lire, peut-être pas les références culturelles brésiliennes de manière très précise, mais en tout cas de lire un texte qui n'est pas un texte poussiéreux, un texte, je dirais, qui vous raconte des histoires trop prises, trop nettement dans une culture que vous ne connaissez pas, qui font un effort, si vous voulez, pour obéir, entrer dans l'horizon d'attente qu'on peut avoir ici en France. Et pour cela, si vous voulez, la composante culturelle brésilienne, le fait que ça se passe dans le quartier de La Lapa au Brésil, que ça se passe au fin fond de l'Amazonie au moment du boom du caoutchouc, c'est important parce que pour vous, lecteurs, c'est un effet d'exotisme, un effet de curiosité, un effet donc singulier qui, vous le voyez bien, va à l'inverse de ce qui a été la tentative d'écriture, le travail d'écriture du romancier. Néanmoins, c'est parce que vous avez cette articulation de deux types de contenus que ce livre arrive jusqu'à vous. Et effectivement, je vais conclure là-dessus. Je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions sur ces particularismes culturels, ce qui passe de la culture brésilienne dans ces textes, qui évidemment peuvent vous laisser un petit peu sur votre faim, vous demandant si vous passez à côté peut-être de quelque chose d'essentiel, que vous manquez par méconnaissance. Alors je vous rassure déjà, non. Vous ne manquez rien. Vous ne manquez rien, vous pouvez goûter ces ouvrages et ces références. Donc vous pouvez, ce que fait un lecteur curieux, vous pouvez aller suivre les fils. C'est-à-dire aller chercher, aller lire les mythes amazoniens, parce que l'un qui aura été employé chez Milton Atum vous aura intrigué et vous avez envie d'en savoir plus. Vous pouvez faire ce type de cheminement, ce qui est le cheminement d'un lecteur, peut-être qui a un peu plus de temps que vous, qui a un petit peu plus d'envie d'aller vers cette littérature, mais vous n'avez pas besoin de cela pour lire ces ouvrages. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez les interpréter et interpréter cet effort d'écriture donc comme un élément exotique, un élément en plus, si vous voulez, dans l'intérêt que peuvent susciter ces ouvrages. Donc, mon propos, c'était de vous décomplexer un tout petit peu face à ces livres, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lire 10 livres sur la culture brésilienne pour les lire et pour les apprécier, mais en même temps, en considérant très clairement que vous n'avez à votre disposition et sous la main que des livres finalement qui ont toutes les caractéristiques nécessaires pour vous parvenir. Ça ne représente pas la production littéraire
brésilienne dans son entier, évidemment, et ce n'était d'ailleurs pas le propos de ce prix, mais ça vous permet peut-être de prendre un petit peu de profondeur de champ. Voilà. Je vous remercie, donc je vais m'arrêter là et je vous laisse donc la parole maintenant. Oui, c'est bon. D'accord. Donc finalement, selon vous, on aurait des livres qui parviennent à nous parce qu'ils sont un mélange de la littérature particulière brésilienne et aussi de ce qu'il faut pour intéresser le lecteur européen ou américain, c'est-à-dire un modèle, quelque chose comme ça. Quel serait finalement le visage des livres particuliers brésiliens, ceux qui ne peuvent pas arriver jusqu'à nous? Ça sort un petit peu du sujet, mais ça m'intéresse si vous avez un élément de réponse. Ça ne sort pas du tout du sujet. Vous avez, dans la production brésilienne contemporaine, vous trouvez tous les exemples possibles et imaginables dont j'ai parlé. C'est-à-dire vous avez encore toute une série de textes qui sont des textes empreints de réalisme, des textes régionalistes, des textes, toute une série de textes qui finalement donc n'entrent pas dans ce que j'ai essayé de définir comme cette espèce d'équilibre. Par exemple, des textes moins novateurs du point de vue formel. Par exemple, des textes qui vous présentent des sagas, des histoires donc, qui suivent un fil narratif parfaitement clair et net. Vous avez, il y a toute une série donc de critères qui décident qu'un livre va être proposé à la traduction ou non. Alors, ce serait difficile de vous faire un panorama en 5 minutes de tous les livres qui sortent au Brésil. L'essentiel, malheureusement, aujourd'hui au Brésil, mais comme c'est le cas aussi dans de nombreux pays, les inventaires de librairies sont envahis par la littérature de développement personnel. Donc, c'est absolument terrible, je dirais au Brésil, mais aux États-Unis et je dirais même à la FNAC. Donc, on n'est pas épargné par ce phénomène. Mais si vous voulez, vous avez, je pense que les textes qui sont des textes, par exemple, au Brésil se produit encore et s'écrit beaucoup de romans historiques. Par exemple, sur l'histoire du Brésil, des personnages de l'histoire brésilienne, donc des ouvrages sur l'esclavage, sur des moments de l'histoire donc particulière du Brésil. Donc tous ces textes, si vous voulez, le problème, c'est pas la valeur littéraire. Du tout, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est pas ça le critère qui fait qu'un livre va être destiné à la traduction ou non. Peuvent jouer l'effet de quelques noms, parce que vous avez un certain nombre d'écrivains qui commencent à être, par exemple Milton Atum est un écrivain connu, est un écrivain qui a écrit de nombreux textes, de nombreux romans qui sont tous traduits, maintenant, enfin pas tous traduits d'ailleurs, non, mais pour un certain nombre traduits, mais Milton Atum il est publié chez Actes Sud. Actes Sud suit ses textes. Donc il y a toujours bien sûr des éléments particuliers. Mais me semble-t-il, la production brésilienne courante n'arrive pas, je dirais, à sortir du Brésil pour ces raisons-là. Il vous reste à apprendre le portugais. Voilà, oui. Non, mais de toute façon, fondamentalement, c'est une très bonne chose. Mais et c'est pas très difficile. Vous venez de nous dire que Milton Atum était déjà connu, que presque tous ses textes étaient traduits. Moi, j'ai appris que Frei Betto était vieux. Vieux et avait été déjà il y a longtemps, avant ma naissance, politiquement et culturellement actif et tout ce qu'on voulait. D'ailleurs, c'était pas son nom, Frei Betto. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler des auteurs? Alors, je pense que c'est le propos de la prochaine conférence, mais je pourrais vous en dire quelques mots, si vous voulez.
qu'est-ce qui vous intéresse sur les auteurs? Leur généalogie, leur... Bah, déjà, leur âge. C'est difficile de parler de d'auteurs. Leur âge, leur vie, leur parcours, le moment où ils se sont mis à écrire, leurs affiliations. Voilà. Ah oui, alors, donc là c'est effectivement quelque chose d'un petit peu plus... alors je vais procéder en bon comparatiste, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire de biographie particulière et individuelle, mais on va procéder par comparaison. Adriana Lisboa est la plus jeune de ces romancières. Adriana Lisboa est une écrivaine qui a vécu à l'étranger, qui a vécu en France, qui a vécu aux États-Unis, qui aujourd'hui a écrit 7 ou 8 ouvrages, et c'est une écrivain finalement relativement internationalisée, si vous voulez. Milton Hatoum est un écrivain qui, lui, est déjà au sommet d'une longue carrière. C'est quelqu'un qui est né en Amazonie, dans l'état de Manaus, et c'est quelqu'un qui a toujours gardé donc, ce déterminisme régional, donc très présent dans ses œuvres. Mais vous poserez la question à Michel Riodel qui vient dans un mois, qui est son traducteur, qui le connaît très bien. Si vous voulez, Milton Hatoum, c'est quelqu'un qui écrit une langue littéraire extrêmement précise, extrêmement qui travaille la langue peut-être beaucoup plus que certains autres auteurs que vous avez là. C'est quelqu'un qui finalement est le plus proche de ce qu'on pourrait d'une figure d'écrivain, si vous voulez, d'une figure d'écrivain, de quelqu'un qui a une exigence donc très particulière et qui construit une œuvre d'un roman à l'autre. Le travail de Milton Hatoum est un travail, je dirais, qui doit se lire sur la longueur. Tous ces romans donc, reprennent toute une série de thèmes communs donc, et sont liés. C'est vraiment donc, certainement celui qui est le plus cohérent dans cet ensemble. Alors, le Fray Beto est un personnage tout à fait particulier. Alors, il est présenté, c'est amusant la manière dont Fray Beto est présenté dans l'édition française. Parce que vous avez un bel exemple, si vous voulez, de promotion française, de promotion qui est destinée à un public français. On vous le présente comme un homme engagé dans sa jeunesse dans les mouvements sociaux, homme d'église, journaliste. Fray Beto est avant tout un homme d'action, aux côtés des habitants des favelas où il vit, ça c'est pas vrai, et aussi dans le domaine politique. Emprisonné pendant 4 ans, il fut conseiller du président Lula. C'est-à-dire que vous retrouvez toutes les caractéristiques qui flattent le public français, donc qui ne connaît rien au Brésil. C'est un homme engagé, c'est un homme qui a été emprisonné, c'est un homme qui a une action politique dans les favelas. Vous vous apercevez quand même de manière très claire, vous n'êtes pas quand même totalement naïf, que vous avez là tous les poncifs sur le brave homme, l'homme bon, qui était de tous les bons combats. On ne dit rien de son rapport à la religion, il était dominicain, la manière dont il vit ne ressemble pas tout à fait à ça. Et son livre est parfaitement, je dirais, en accord avec ça. Il passe par tous les bons points qu'il faut franchir. Vous avez la petite histoire avec la petite fille des favelas. Vous avez l'évocation des escadrons de la mort. Vous avez l'évocation de la pourriture de la police. Donc, vous avez tous les éléments donc, qui sont égrenés en quelque sorte. C'est-à-dire que mon propos
n'est pas de dire que Frei Beto est ceci ou cela. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la question que vous me posez sur la biographie de Frei Beto, elle est déjà dans le texte. Frei Beto est une sorte de biographie vivante construite pour le public français et européen, c'est-à-dire qu'il correspond à une idée exactement de ce que c'est qu'un homme de gauche engagé qui va appeler l'empathie du public français. C'est-à-dire engagé dans les favelles, engagé contre la dictature, aux côtés du président Lula qui bénéficie en France, d'ailleurs moins parfois qu'au Brésil, donc d'une aura absolument extraordinaire. Frei Beto est une sorte de biographie fictive. Je ne sais pas qui est Frei Beto, je ne le connais pas. Je connais quelques détails sur sa vie, le fait qu'il est un ancien dominicain défroqué, qu'il a participé à toute... Bon, il y a toute une série de questions. L'Église au Brésil n'a pas la même histoire que l'Église ici en France. Par exemple, la théologie de la libération et le travail des responsables d'église auprès des pauvres et ainsi de suite, dans ce qu'on appelait les... le nom m'échappe là à l'instant. Mais les communautés de base, oui, donc toutes ces histoires, ça appartient à l'histoire brésilienne. Je ne sais pas si Frei Beto entre parfaitement là-dedans. Mais en revanche, ce dont je peux vous assurer, c'est que la construction biographique faite en 4 mots dans le document de couverture est vraiment, donc dans le 4e de couverture, est vraiment tout à fait conforme à un document publicitaire, donc pour un homme parfait, un bon Brésilien, donc engagé sur le terrain humanitaire, social et ainsi de suite, qui lui donne en quelque sorte une odeur de sainteté, et que le texte, me semble-t-il, respecte. Parce que vous n'aurez peut-être pas été sans vous interroger sur la place de l'histoire d'amour dans ce texte, dont on se demande. C'est une question donc que je laisse à votre sagacité. Mais elle a un rôle, mais elle n'a peut-être pas un rôle du point de vue narratif. Mais en revanche, elle est peut-être importante pour le public français et pour un travail, donc une lecture un petit peu particulière. Donc voilà. Alors, pour ce qui est des dires à Augusto, j'avoue que je ne le connais pas. Je n'ai comme information à vous fournir que celles qui sont sur la page sur la couverture. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui est relativement jeune, qui a écrit donc un certain nombre d'ouvrages dans des genres très très différents. Mais pour conclure peut-être sur cette affaire de biographie, simplement, peut-être faut-il terminer par cette remarque selon laquelle tous ces romanciers sont liés à une région du Brésil. Et c'est quelque chose qui, pour un lecteur français, est peut-être surprenant. C'est-à-dire que le Brésil, c'est quand même la taille d'un continent. Et la singularité d'un auteur et du référentiel culturel d'un auteur né à Belém ou né à Manaus ou comme Adriana Lisboa Carioca de Rio de Janeiro. Donc ces caractéristiques sont relativement singulières. C'est-à-dire que évidemment la construction culturelle de ces auteurs, les références qu'ils vont invoquer, dont ils vont se servir, sont très, très singulières. Et vous avez en fait 2 auteurs centraux, puisque Frei Beto et Adriana Lisboa viennent du sud du Brésil, donc, et les 2 autres viennent du nord,
donc de régions relativement périphériques, puisque Belém se trouve à l'embouchure de l'Amazone et Manaus se trouve plus loin donc dans l'Amazone, à la confluence entre le Rio Negro et l'Amazone. Donc vous avez là des personnes, donc il y a toute une mythologie différente. Finalement. Et ce n'est pas un hasard si finalement ces textes sont un petit peu singuliers. Et c'est une caractéristique des auteurs brésiliens. Il y a toute une édition régionale au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a bien des auteurs qui sont et qui revendiquent leur attachement à une culture, une région, un ensemble culturel. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas si je vous ai satisfait de ce point de vue-là. Je n'ai pas de détails croustillants sur leur biographie, sur leur... J'avoue que ça, j'avais pas préparé finalement, j'avais pas consulté leur CV. Du coup, moi je veux revenir sur les liens qu'il y a entre la littérature brésilienne et la France. Et je voulais savoir, donc vous avez dit que à partir 18e, courant 19e, ils étaient inspirés donc des mouvements littéraires français, donc réalisme et naturalisme par exemple. Est-ce que ça s'était prolongé au XXe siècle? Et par exemple, est-ce qu'il y a un écho, je donne un exemple au hasard, mais du mouvement du nouveau roman qui a eu lieu dans la littérature brésilienne? Est-ce que ça jouait sur la littérature? Alors, oui, bien sûr, le nouveau roman et toutes les avant-gardes ont un écho au Brésil qui est un système culturel qui reçoit en permanence des échos du monde extérieur. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais closes parce qu'il y a pas mal de gens qui voyagent et le Brésil, lui, traduit beaucoup. C'est-à-dire que les textes français, les textes américains et autres sont traduits au Brésil. Et vous trouvez, encore aujourd'hui, on retraduit Proust, Montaigne, on retraduit les grands classiques. Donc, tous ces textes sont Machado de Assis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un homme qui n'a jamais voyagé, il n'a jamais quitté Rio, quasiment. Mais il a toute la littérature française, toute la littérature anglaise, toute la littérature allemande, qu'il lit d'ailleurs en langue originale, dans la plupart des cas, mais tout ça est présent donc sur place. Donc oui, tous ces mouvements, je dirais, français et européens arrivent au Brésil. Alors, simplement, ce n'est peut-être pas reçu exactement de la même manière. C'est-à-dire que dans la littérature brésilienne et sud-américaine de manière générale, il y a quelques auteurs qui ont marqué de manière profonde et puissante toutes les avant-gardes. Et elles ne sont pas forcément tous français. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un auteur, alors ça peut se discuter d'ailleurs, en disant cela, je le remarque, mais vous avez un auteur qui a été véritablement séminal, qui a été une influence extraordinaire pour tous les écrivains latino-américains, brésiliens comme les autres, c'est Faulkner. Donc, alors Faulkner, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une création française, d'une certaine manière, puisqu'il a été reconnu et il a effectivement connu toute sa notoriété et une immense diffusion à partir de ses traductions françaises, pour beaucoup. Mais Faulkner, par exemple, n'a pas du tout la même importance pour un écrivain français, alors que pour un écrivain américain du Sud, c'est un modèle émancipateur absolument extraordinaire. Le discours subjectif, les types d'écriture, donc les choix narratifs de Faulkner ont été une véritable libération. Vous avez des écrivains aussi divers que Garcia Marquez, Vargas Llosa ou Guimarães Rosa ou autres qui citent tous Faulkner comme le moment véritable. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un écho
de tout ce qui se passe en France, des avant-gardes de manière générale. Hein, parce qu'il y a des circulations d'écrivains, il y a des circulations, et il y a ces traductions, mais elles n'ont pas toutes les mêmes valeurs, hein, si vous voulez. Donc, puis après tout, le nouveau roman et les questions du nouveau roman sont des questions qui se posaient déjà avant, qui ont interrogé des écrivains brésiliens ou sud-américains avant, donc tel quel, hein, évidemment. Mais il y a toujours ce travail, et donc pendant tout le XXe siècle, la littérature brésilienne est une littérature parfaitement adulte. C'est-à-dire que c'est une littérature qui ne se comporte pas de manière mimétique. Vous n'avez pas des imitations du nouveau roman au Brésil. Vous avez ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est-à-dire cette idée qu'on questionne toujours la référence à l'étranger. Et on la questionne parce qu'on la détourne, on la retravaille. Hein. C'est-à-dire que la littérature étrangère et ce qui se passe à l'étranger est toujours très très important, mais il ne s'agit absolument pas de produire, donc de reproduire des adaptations simples et des reproductions de ce qui se passe, ailleurs. Hein. Donc c'est à la fois donc dans ma réponse, hein, j'essaye de vous dire qu'il y a à la fois une histoire particulière, avec des points de repère, comme Faulkner, comme d'autres. Joyce, par exemple, a joué aussi un rôle important en Amérique latine. Mais en même temps, il y a un questionnement permanent de cet héritage. Et c'est, d'une certaine manière, le problème, hein, de cette littérature brésilienne. Hein. C'est-à-dire que c'est une littérature parfaitement adulte, une littérature qui pose des questions qui sont d'une modernité, qui pose des questions depuis le XIXe siècle, d'une modernité absolument extraordinaire. Hein. Pour notre discipline, nous, en tant que comparatistes, je dirais que la littérature brésilienne, c'est la littérature comparée, d'une certaine manière. Hein. C'est la question de la relation avec la littérature étrangère. Hein. C'est une littérature absolument extraordinaire. Et pourtant, elle ne parvient pas en France, notamment, à être reconnue comme une littérature autonome. Alors, ça renvoie à toute une série de questionnements, donc là, mais qui sont des questionnements français. Comment les Français voient le Brésil? Ou comment, plus exactement, ils voient à travers le Brésil? Hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas exactement le pays. On voit toujours Lévi-Strauss avec ses grosses lunettes au fin fond du Mato Grosso en train d'écouter les récits des Nambiquara et des Bororo. Hein, on voit toute une série comme ça. On a comme ça toute une série de clichés. Hein, et on a du mal à percevoir cette réalité donc brésilienne, et qui est un système culturel donc parfaitement cohérent, mais construit sur d'autres bases, très certainement, que le nôtre. À propos de clichés, en ouvrant le roman de Milton Atoun et ensuite celui d'Adriana Lisboa, j'ai justement eu l'impression d'avoir affaire à ces fameuses deux moitiés de la population brésilienne qui sont celles qui travaillent pour deux et celles qui se reposent pour deux. Est-ce que ça a une importance en fait? J'avoue que je ne comprends pas très très bien votre question. Oui, déjà, est-ce que ce cliché que j'ai appris de la bouche de mes parents quand on allait habiter au Brésil, mais ça fait longtemps, est-ce qu'il est répandu, et est-ce que c'est vrai, est-ce que ça fait vraiment partie de la psychologie des personnages tels que je l'ai perçu? C'est-à-dire l'idée qu'il y a la moitié des gens qui travaillent pour deux. J'avoue que c'est ça, c'est l'énoncé du cliché en lui-même que je... C'est-à-dire que dans l'un des romans, on est invité à se fondre dans la personnalité d'un narrateur à première personne qui est un travailleur forcené tel qui est typique pour Brésil en gros. Et chez Milton Atoun, dans la personne d'un narrateur, encore une fois à la première personne, qui est plutôt l'autre moitié.
quelqu'un qui ne travaille pas, qui refuse donc de participer au destin familial des Cordoville, oui, c'est ça? Oui. Donc la question, c'est de savoir si ça correspond effectivement à un cliché brésilien, ou est-ce que ça existe effectivement au Brésil? Voilà. Ben, je pense que ça existe aussi à Lyon. Ce genre de choses. Mais non, il faut faire attention. C'est-à-dire que vous avez en même temps un personnage dans un roman, je ne vous apprendrai rien, c'est une construction. C'est une fiction, c'est-à-dire qu'il est utile pour Milton Atum de construire un personnage de cet ordre, et il faut le personnage donc qui parle ici est une sorte de contemplateur de cette dégradation, de cette décadence. Je ne sais pas s'il faudrait lui trouver une correspondance dans un personnage ou un individu socialement reconnaissable au Brésil. Je pense que c'est un personnage qui regarde, c'est un personnage qui observe, c'est un personnage qui résiste. C'est un personnage qui résiste. Pour le personnage de Milton Atum, c'est un personnage qui est le troisième du nom. Et les deux personnages, son grand-père et son père, sont en quelque sorte, symbolisent toute une classe, tout un type de positionnement social. Le grand-père est en fait un exploiteur, quelqu'un qui a construit sa fortune sur toute une série de malhonnêtetés, et pour laquelle finalement le code social du travail et de l'implication, du sérieux et ainsi de suite est un discours moral justificateur de cette espèce de soif de réussite à tout prix, donc qui a caractérisé les entrepreneurs, une catégorie d'entrepreneurs brésiliens à un certain moment. Le père est lui aussi une sorte d'entrepreneur qui prend la suite de son père, et le fils est finalement une construction romanesque fictive d'une résistance, d'une remise en cause de ce modèle d'entrepreneur. Donc il faut peut-être pas les prendre, je dirais, comme le fils, c'est un discours critique. Finalement, il tient un discours critique sur cette construction de la richesse, de la fortune, sur le désir de réussite et autres qui... on peut le retrouver, ce désir, chez beaucoup de colonisateurs, chez beaucoup de Brésiliens eux-mêmes, mais il ne faut peut-être pas voir là quelque chose qui suivrait simplement un modèle social, un modèle existant, une opposition entre le travailleur et le feignant, mais entre un discours officiel, un discours qui peut-être est celui de l'épopée brésilienne, de la construction du pays, qui renvoie à un discours du colonisateur, qui est à une sorte d'histoire officielle. C'est-à-dire que là où il y a la misère, c'est qu'ils foutent rien. C'est qu'ils passent leur temps à boire, à tout dépenser avec des prostituées, et c'est le chômeur qui est chômeur parce qu'il ne veut pas travailler. Je dirais c'est un discours idéologiquement très, très, très marqué, si vous voulez. Il ne correspond pas à quelque chose de très brésilien. Il correspond à une sorte d'histoire officielle du Brésil. Donc de discours officiel, que le personnage de Milton Atum vient contrarier. Et ce personnage est un personnage, je dirais, provocateur, puisqu'il dilapide en conscience le patrimoine familial, il s'abîme dans des rêves et dans des fantasmes amoureux autour d'une sirène, autour d'une jeune fille à peine fantomatique. Il est une critique de cette construction réaliste, je dirais même immorale, de la réussite, du discours sur la réussite qui a été celui des pionniers.
donc de son père et de son grand-père. Donc ce ne sont pas des modèles sociaux, ce sont des modèles de discours que Milton Atum construit. Donc, et il me semble qu'il y a là, si vous voulez, un discours critique très très fort, très puissant, puisque le personnage va jusqu'à le vivre dans sa chair, dans cette déchéance, dans ce renoncement à tout. C'est une sorte de résistance passive. Un petit peu, donc à la Bartleby ou à d'autres références littéraires qui reviennent, mais c'est bien un discours de résistance et plus qu'une construction sociologique, me semble-t-il, si vous voulez. Donc moins un cliché qu'un type de discours critique. Parce que les clichés sociaux, je dirais qu'ils sont construits très très souvent idéologiquement. C'est parce qu'ils sont utiles. Donc c'est parce que c'est utile de dire que les chômeurs ne cherchent pas d'emploi, c'est parce que c'est utile de dire que les métis sont tous des feignants, c'était le discours officiel pendant le 19e siècle au Brésil. Le Brésil, enfer des blancs et paradis des métis. C'est-à-dire que eux qui ne pensent qu'au sexe, à la boisson et à la sieste, le Brésil est un paradis. C'est un discours, je dirais, officiel du colonisateur. Il faut remonter peut-être un tout petit peu, un cran par rapport à ces personnages. En même temps, c'est pas par le discours officiel que je vis ce genre de choses, mais je vous rejoins sur le fait qu'on finalement voit ça aussi à Lyon. Mais dans ce cas, chez Adriana Lisboa, puisque vous n'avez parlé que de Milton Atum, on voit cette psychologie de je sais pas, la fille, excusez-moi de parler comme ça, elle fait sa valise pour une période indéterminée, elle met longtemps à la faire, mais c'est une seule valise, quoi. Oui. Il y a une image aussi derrière. Est-ce que ça, là aussi, il y a un discours, il y a un personnage qui est un personnage qu'il faut lire comme une construction littéraire, une construction fictionnelle. Bien sûr que Vanja a de multiples caractéristiques d'une jeune adolescente brésilienne des années 2000 qui vit dans un milieu relativement bohème, puisque sa mère donne des survies en donnant des cours de langue, qu'elle a une vie, je dirais, qui ne correspond pas exactement au patron, au modèle judéo-chrétien. Donc, elle est le résultat de toute une histoire hippie, de tout un... Donc, bon, pour connaître Rio de Janeiro un petit peu, je pense que le personnage n'est pas vraiment très très fictif, qu'il y a beaucoup de gens qui correspondent à cette description, mais dans un milieu très précis, Adriana Lisboa ne construit pas à partir de rien. Si vous voulez, il y a à Rio de Janeiro une sorte de petit Greenwich Village, donc dans le quartier de Santa Teresa, tout ça. Enfin, ça correspond à quelque chose du point de vue sociologique. Alors après que le trait soit forcé pour, je dirais, à des fins de construction narrative, puisque que le personnage de Vanja arrive avec sa petite valise, avec ses 3 bricoles, ses petites robes d'été, donc à Lakewood, c'est quelque chose qui permet de mettre en scène une sorte de transition donc entre les deux mondes, une lecture totalement naïve du monde américain. Quand elle dit il y avait un McDonald's à Copacabana et j'ai retrouvé un McDonald's mais il est plus gros à Lakewood, je trouve que ça crée toute une série d'effets, si vous voulez, qui sont utiles, qui sont rentables pour Adriana Lisboa. Donc toujours pareil, c'est assis sur des détails, sur des éléments culturellement situables et effectivement reconnaissables au Brésil. Mais leur utilisation, leur usage est détourné.
Il est détourné à des fins, je veux dire, de construction littéraire et romanesque. C'est toute la différence entre le roman d'Adriana Lisboa et un roman réaliste. Un roman réaliste qui chercherait à représenter de manière mimétique la réalité brésilienne. Qui chercherait à nous peindre qu'est-ce que c'est que la réalité de la vie d'une adolescente qui habite entre la rue du Vivier et la rue Dantas à Copacabana. Hein, c'est-à-dire qui là n'est pas le propos. Le propos, c'est de construire à partir de cette réalité, donc ce regard de cette jeune fille, ce regard qu'elle va jeter de loin sur le monde. Et le Brésil ne va revenir dans le texte d'Adriana Lisboa que sous la forme du souvenir. Rien ne se passe au Brésil. Le Brésil est une pure reconstitution de petits détails qui vont finalement se regrouper et reconstruire quelque chose qui ressemble au Brésil, mais qui n'est pas le Brésil. Hein, qui est mais c'est d'une certaine manière l'opération que vous faites vous, qu'on fait nous, lecteurs, hein, de reconstruire à partir de quelques détails, hein, la taille des maillots de bain sur la plage de Copacabana. Eh bien oui, parce que d'une année à l'autre, on passe du string à quelque chose d'un peu plus couvrant, hein, en quelque sorte. Donc, si vous... Ben oui, ce sont des marqueurs sociologiques, des éléments, des détails, si vous voulez, qui font sens à partir du prisme de la mémoire d'Evangelista et qui font sens pour nous, lecteurs aussi, qui construisent une sorte de construction, de reconstruction du Brésil, qui a un autre sens forcément que pour la jeune fille. Hein, donc, la question que vous posez, finalement, c'est une question intéressante parce que c'est la question du présupposé esthétique. C'est-à-dire qu'on est là, bien au-delà de tout parti pris réaliste. Et les détails ne sont pas des détails mimétiques. Ils sont tous des détails qui ont une fonction symbolique, une fonction expressive. Donc c'est pour cela qu'ils sont intéressants à élucider, mais en même temps, il faut garder un peu de distance et s'interroger toujours sur le fait de savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut me faire imaginer, qu'est-ce qui se passe. Alors, le texte d'Adriana Lisboa est intéressant pour ça, parce qu'il met en scène ce processus de lecture du Brésil par une adolescente qui vit à Lakewood. Et que c'est finalement quelque chose qui est très proche de l'expérience du lecteur. Et là, vous reconnaissez un des principes, je dirais, narratifs modernistes, la mise en abîme du lecteur à l'intérieur du texte. On est dans quelque chose qui entre dans ce que je vous avais décrit au tout début, c'est-à-dire comme un des présupposés qui font que ce roman et les romans d'Adriana Lisboa sont traduits. Alors, le roman d'Adriana Lisboa est intéressant parce qu'il est sorti en France avant de sortir au Brésil, par exemple. Donc, puisque cet été j'étais au Brésil, j'ai essayé d'acheter le roman d'Adriana Lisboa en brésilien. On m'a dit il va sortir dans une semaine. Moi, j'avais déjà le roman en français. Donc, le texte d'Adriana Lisboa est vraiment un texte qui est à cheval entre ces deux continents, et c'est un texte qui met en scène ce processus de réception du Brésil à l'extérieur. Donc, et qui est un texte à la limite, je dirais, où on voit des échos du modernisme, on connaît toute une série d'ouvrages dans la littérature européenne où c'est des enfants, le monde vu par des enfants, ce que savait Mézy, Henry James ou autres, enfin vous en avez, il y en a toute une série de textes de cet ordre, et qui sont des textes finalement interrogeant le processus de lecture et d'interprétation, de la part de quelqu'un de naïf qui regarde les choses comme elles apparaissent au premier regard. Bonjour. Donc nous avons lu ces livres pour découvrir un petit peu plus la culture brésilienne, que pour ma part je ne connaissais pas du tout.
Voilà, donc j'aimerais revenir sur les livres Belém pour savoir de quelle manière il fallait l'approcher et le lire, dans la mesure où c'est un livre qui retrace en grande partie, qui donne une vision de la corruption, de la drogue, du proxénétisme, de la pédophilie. On peut dire en fait que un peu tous les travers de l'humanité sont représentés dans ce livre. Vous avez dit que la littérature brésilienne voulait promouvoir l'identité brésilienne. Je ne dis pas que tous les Brésiliens sont comme ça, bien au contraire. Mais de plus, vous avez dit aussi que c'était un livre qui n'était pas tellement typique, dans la mesure où l'histoire n'était pas très originale, c'était un meurtre. Après, le policier avait un personnage assez cliché. Quelle est la vision du Brésil donnée par l'auteur et comment faut-il comprendre ce livre, dans la mesure où nous devons lire des livres pour porter un jugement dessus après sur une littérature typiquement brésilienne? Ah non, il faudra que vous portez votre jugement sur le livre lui-même, pas sur le livre en tant que représentatif de la littérature brésilienne. Mais si vous voulez, ce que je vous ai dit à propos de Belém, alors l'auteur est de Belém, connaît parfaitement Belém, la ville de Belém, et il fait ce que fait un auteur de polar, c'est-à-dire qu'il ancre son histoire dans des noms de rues qui existent effectivement, dans un univers parfaitement reconnaissable. Alors après, le déchaînement de violence, qui est quand même caractéristique, effectivement, vous avez raison, il y a tous les 7 péchés capitaux sont représentés, et je dirais avec même une certaine complaisance. Hein, on s'attarde sur toute une série de scènes des plus atroces. Ça inscrit finalement l'ouvrage dans une sorte de cliché du Brésil. Le Brésil, pour beaucoup d'entre des touristes ou de gens qui le découvrent, c'est un pays d'une violence absolument faramineuse, une violence urbaine absolument faramineuse. Je ne dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est la représentation qui se construit donc, à l'étranger. Hein, vous avez à Sao Paulo donc, un meurtre toutes les 10 minutes, le taux de mortalité à Rio de Janeiro qui est... ça n'a rien à voir avec la réalité du Brésil. Bien sûr que tous ces crimes se commettent et que les déchaînements de violence sont propres à toutes les concentrations urbaines, je dirais, de cet ordre. Mexico ou Lagos sont présentent exactement les mêmes caractéristiques. Donc ce qui me semble caractéristique du Brésil, ici dans le texte d'Edir Augusto, c'est qu'il se plie en quelque sorte à une série de clichés sur le Brésil, auxquels il donne une certaine consistance, si vous voulez, mais que ça n'est pas finalement l'élément le plus important. L'élément le plus important qui, me semble-t-il, là, est constitutif d'une réalité brésilienne, c'est à la limite, je dirais, l'absence de loi. L'absence de loi absolue, c'est-à-dire le fait que tous ces ensembles, toutes ces actions, toutes ces monstruosités se terminent sans que personne ne se repente, que personne ne rencontre d'obstacles. Alors, je ne dis pas là non plus que c'est le Brésil, mais c'est la représentation du Brésil que nous donne Edir Augusto, c'est-à-dire ce monde cataclysmique, où les bons sont tous broyés, je dirais, dans l'œuf. C'est la jeune fille qui veut devenir mannequin, qui va se retrouver entraînée donc, dans une orgie et qui va se retrouver battue et jetée donc, derrière un mur. Bon, c'est-à-dire que le seul personnage de ce livre qui est à peu près, qui a une certaine dignité, et qui est peut-être avec la femme de ménage
de Johnny, qui va être assassiné très vite. C'est cette jeune fille qui est belle comme un cœur et dont on dit que l'auteur insiste en disant que, si je me souviens bien, dans les classes aisées, les femmes se font faire des milliers de chirurgies esthétiques, de bronzage et autres pour essayer d'être belles, avec un déploiement d'argent, d'énergie extraordinaire, et elle naît dans le fumier, et c'est une beauté absolument sublime, sans rien, sans aucun soin. Et c'est bien sûr la première à être sacrifiée sur l'autel des turpitudes humaines. Donc on a la description d'un univers, de la représentation d'un univers sans aucune lumière, sans aucune possibilité de s'échapper. Quand le personnage du policier va en cure de désintoxication sur le bord de la plage dans une baraque de pêcheurs qu'on lui prête, il rencontre Selma, il rencontre les protagonistes qui vont le conduire à sa mort. C'est-à-dire que l'univers est complètement fermé, complètement clos. La loi n'existe pas, la police, la loi morale et ainsi de suite. Alors ça, c'est probablement une représentation, je dirais, de l'auteur et qui a à voir avec une conception du Brésil et de la réalité brésilienne. Alors après, c'est quelque chose qu'il partage peut-être avec d'autres auteurs, avec d'autres issus d'autres cultures. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait, je dirais, culturellement connoté et ancré dans le Brésil contemporain. Cet aspect sans issue. Et ça correspond effectivement à quelque chose de la perception des Brésiliens de leur propre société. C'est-à-dire que tous les scandales de corruption, tous les scandales autour de la police, les escadrons de la mort, et ainsi de suite, c'est l'idée que les autorités morales, les autorités politiques, les autorités éthiques sont toutes défaillantes et que toutes participent à la gabegie générale, c'est quelque chose là qui caractérise, alors je pense que c'est une certaine classe de Brésiliens, je veux dire que c'est peut-être des classes aisées, bourgeoises et cultivées qui entretiennent ce type de discours, d'où des comportements sécuritaires, paranoïaques, et ainsi de suite, puisqu'il faut se défendre par soi-même, puisque personne ne vous défendra, d'où des architectures, des comportements, toute une série de choses. Donc ça, c'est vraiment très brésilien, donc, si vous voulez. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est parfaitement conscient de la part d'Elvira Augusto, ou est-ce que c'est jouer le jeu des lecteurs européens qui, d'une certaine manière, acceptent cette construction, cette idée du Brésil, d'un Brésil qui fait peur, la représentation qu'on a du Brésil en France, c'est la représentation qu'avaient les marins quand ils sont arrivés en 1500. C'est la même, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est Christophe Colomb qui dit si le paradis c'est quelque part, il est ici. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique que le paradis ne peut pas être ailleurs. Et en même temps, c'est la terre du diable. C'est la terre du diable, c'est la terre de tous des anthropophages, des monstres. L'image n'a pas changé. On trouve cette dichotomie exactement dans toutes les représentations, et notamment ici en France. C'est la terre de la samba, tous les plaisirs, le soleil, la plage, le football, et ainsi de suite. Et c'est la violence, la favela, la corruption, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la réalité brésilienne. Mais cette construction fantasmatique, elle est là. Et alors, quand on la retrouve dans un roman comme celui-là, est-ce que c'est une représentation brésilienne ou est-ce que c'est une représentation travaillée pour aller flatter les images déjà construites dans l'imaginaire européen? La question, ça je vous la laisse. Je ne trancherai pas. Mais si en fait ce livre regroupe tout un ensemble de clichés particulièrement choquants, est-ce que ce ne serait pas plutôt une forme de voyeurisme assez primitive? Et dans ce cas, qu'est-ce qui justifie l'intérêt du livre ici pour nous Un voyeurisme de la part de qui? De l'auteur.
De l'auteur, c'est-à-dire, mais l'auteur, il ne voit pas, il vous fait voir. Oui, mais il se complaît à montrer à ses lecteurs une vision assez morbide du genre humain. Flatter votre voyeurisme. Oui, ou l'entretenir. L'entretenir. Donc c'est un auteur qui est cynique. Et commercial. Dans ce cas-là, et qui jouerait sur vos sentiments les plus affreux. Donc, ah oui, non, mais ça c'est une possibilité de lecture, c'est vrai. Mais on peut aussi, mais ça c'est une question que la littérature se pose depuis Sade et compagnie, la question de la monstration de l'horreur, du charnier, du péché, tout ça. Donc ça c'est une vieille question judéo-chrétienne que je ne résoudrai pas ici. Mais moi je me pose la question, si vous voulez, en termes de transfert culturel. C'est-à-dire que effectivement, est-ce que l'auteur joue sur des clichés qui sont des constructions? Vous savez, beaucoup d'Européens, on connaît tout ça, pour ceux qui ont voyagé un peu au Brésil, vous avez tout un tas de gens d'Europe qui arrivent au Brésil, qui sont terrorisés dès qu'ils arrivent à l'aéroport. Parce que il y a une telle représentation de l'horreur, de la monstruosité, de la violence, du déchaînement de violence autour de ce pays, que c'est quelque chose qui fonctionne, cette histoire. Et ça fonctionne aussi à l'intérieur du Brésil, c'est-à-dire de la part des Brésiliens eux-mêmes, d'une certaine catégorie de Brésiliens. Alors, moi, il ne me semble pas qu'il y ait une sorte je dirais, de complaisance dans cette exhibition de toutes les horreurs de l'humanité. Ça fait partie du genre, en fait. Il y a un genre de polar qui est un genre de polar apocalyptique et trash. Et vous en trouvez dans pratiquement toutes les cultures possibles et imaginables. Comme vous avez des films, des séries, des photos, des choses qui jouent sur la puissance de ce spectacle. Moi, je dois bien avouer qu'à le lire, je n'ai pas été choqué outre mesure. Les adolescents qui s'amusent à passer en boucle Massacre à la tronçonneuse 6, dans l'espace de leur chambre pour s'endormir, je dirais, ne seront pas choqués par ce type de choses. Il y a un parti pris de modernité, un parti pris, alors qu'on peut accepter ou non, un parti pris de modernité, un parti pris de provocation qui est évident dans l'ouvrage. Mais en quelque sorte, il essaye de nous proposer un spectacle qui est au-delà de la morale, au-delà du jugement, c'est bien, c'est mal. Ce personnage de Johnny, il est gentil avec plein de gens, il est très amical, il s'occupe, il a sauvé la vie à celle qui lui a servi de bonne ensuite, et en même temps il viole sans arrêt les petits-enfants et il les jette dans le sac poubelle. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le bien et le mal. Donc on a, et je pense qu'il y a un parti pris de construction des personnages qui est de cet ordre. C'est aussi un parti pris de construction de la ville de Belém elle-même. Une ville qui est une ville absolument douce et belle, et ainsi de suite, et qui cache donc des déchaînements d'horreur à l'intérieur. Donc, après, c'est à vous de voir si le texte vous paraît insupportable, si le texte, s'il vous paraît, ce qui me semblerait plus légitime, s'il vous paraît complaisant. Donc là, effectivement, c'est un effet de lecture, mais est-ce qu'il aura réussi son propos ou non, quoi, Mais c'est vrai que vous avez raison, il y a quelque chose de systématique. En même temps, quand on commence la liste des péchés capitaux, il faut aller jusqu'au bout. Il y en a 7.